Aujourd'hui, c'est sûrement la dernière fois qu'on va parler de Pokémon La Grande Aventure, parce qu'on va s'attaquer à ce que le manga a fait de mieux avec l'arc Ruby et Saphir, ce qu'il a fait de moins bien avec l'arc Rouge-Feu et Vert-Feuille, et ce qu'il a fait de pire avec l'arc Émeraude. Ruby, jeune garçon de 11 ans, arrive dans la région de Hoenn avec sa mère pour rejoindre son père Norman, maître d'une des 8 arènes de la région. Cependant, Ruby fugue étant donné son attirance pour les concours plutôt que les combats Pokémon, chose que son père ne semble n'avoir jamais accepté. Très vite après son départ, il tombera sur Saphir, fille du professeur Seko. Ayant un tempérament à l'exact opposé de l'un de l'autre, Saphir nous étant présentée comme une fille sauvage littéralement vu de son accoutrement du début, là où Ruby est plutôt distinguée avec un petit côté prout-prout. Mais surtout, le rêve de Saphir est de devenir maître de la Ligue Pokémon. Les deux enfants vont alors se lancer un défi à réaliser en 80 jours, devenir le meilleur dans leur catégorie respective, en gagnant l'intégralité des concours pour Ruby, et battre les 8 champions d'arène ainsi que la Ligue Pokémon pour Saphir. Nous allons donc suivre les aventures de ces deux personnages, avec 5 cas leur rencontre et leurs défis. Mais comme partout dans Pokémon, ils seront confrontés à la team locale, ou plutôt les teams, à savoir la team Aqua et la team Magma. Pour réussir à vaincre leurs adversaires, ils devront s'allier aux champions d'arène, mais également contrer la menace que représentent les Pokémon légendaires Groudon et Kyogre. Voilà, rien que dans le synopsis, j'ai expliqué pourquoi cet arc est génial. Bon déjà, point numéro 1, les deux héros. On se retrouve en face de deux personnages complètement opposés, qui dans un premier temps ne vont pas pouvoir se blairer. Mais petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et faire mutuellement évoluer la mentalité de l'autre. Et ce, en plus des rencontres qu'ils feront tout au long de leur voyage initiatique. Cependant, je trouve que l'évolution de Ruby est beaucoup plus importante que celle de Saphir. Ce qui est sympa en plus, c'est que ça va à l'opposé des clichés que ne cesse de faire le dessin animé depuis longtemps, à savoir le garçon fait des combats et la fille des concours de beauté. Même si ça fait des années que je n'ai pas regardé le dessin animé Pokémon, je trouve cette idée rafraîchissante. En revanche, on peut éventuellement reprocher au personnage de paraître un peu stéréotypé, comme l'accoutrement de Saphir au début du manga par exemple. Mais l'un des gros avantages est d'alterner les deux histoires de manière équitable. Si l'on consacre 2 chapitres à Ruby, on consacre 2 chapitres à Saphir et vice versa. Alors que dans les deux précédents arcs, on utilisait souvent comme prétexte de faire disparaître le premier personnage principal pour y intégrer le second. Ce qui fait que même quand Ruby et Saphir ne sont pas ensemble, on peut suivre leurs aventures, chose que faisait déjà un peu le tome 3 de l'arc Or et Argent. Point numéro 2, l'histoire. À la base, l'histoire des jeux était déjà fort sympathique à suivre, alors la raconter à l'aide du manga, sans limitation technique, permet de l'approfondir et de la développer davantage. Le début du manga se présente sous la forme des jeux Ruby et Saphir, à savoir un héros affronte une team. Surtout que certains personnages sont similaires à ces jeux, avec Pierre Rochard, champion de la Ligue Pokémon, et Marc, champion d'arène d'Atalanopolis. Mais le manga va dériver petit à petit vers l'histoire du jeu Emeraude, avec la confrontation Kyogre et Rayquaza, ainsi que le changement de rôle des deux personnages dont je vous ai parlé juste avant. Une transition sympa afin de bien agrémenter l'histoire. Mais afin d'être tatillon, j'ai trouvé le premier tome un peu mou, surtout si on le compare à ceux des précédents arcs. Mais c'est en lisant l'intégralité que l'on se rend compte que ce choix est fait afin de mieux installer l'histoire. Et enfin, le grand point fort qui m'a surpris, ce sont les personnages secondaires. En effet, hormis nos deux héros, une quantité folle de personnages nous est présentée. Et quand je dis que ce point, ainsi que cet arc en général m'a surpris, c'est pour la raison suivante. J'avais conclu ma vidéo sur l'arc Or et Argent sur le fait que son plus gros point fort était la liaison entre première et seconde génération, ainsi que la présence de l'ensemble de ces personnages. J'ai espéré que ce choix de l'auteur continuerait dans cet arc, mais il n'en est rien, hormis quelques petites références à 2 personnages de la première génération. Et du coup, cette absence n'est pas un défaut, c'est peut-être même son principal point fort, étant donné qu'il laisse plus de temps aux personnages secondaires pour être développés. Les champions d'arène, l'équipe de journalistes, le jeune Timmy sont des personnages qui sont plus développés et qui ont plus de moments de gloire si on les compare à des personnages du même calibre, voire de calibre supérieur dans les précédents arcs. Un tri avait alors dû être fait afin de mettre certains personnages en valeur. Et ici aussi on a des personnages qui n'apparaissent pas souvent comme le Conseil des 4. Mais tous les champions sont présents avec une fois de plus des préférences notables pour certains, sans pour autant empêcher les autres d'être mis en valeur. Non, clairement, avoir retiré la liaison entre les générations a permis un plus grand développement des personnages, qu'il s'agisse des personnages principaux ou des personnages secondaires. On sent qu'un travail plus important sur ce sujet a été réalisé, et maintenant que j'ai lu l'arc Diamant et Perle, qui est ma foi plutôt correct, c'est une volonté que l'auteur semble décider à garder. Bon voilà, maintenant que l'arc Ruby et Saphir est passé et que j'ai consacré 2 vidéos entières à dire que le manga était génial, il est temps de tailler un peu dans l'art en parlant de l'arc Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude. Bon, avant tout, précisons 2 choses. De 1, ces 2 arcs sont à rassembler ensemble, parce que c'est comme ça qu'ils ont été publiés en France et que les événements racontés dans le premier arc sont directement liés au second. Et de 2, je vais spoil certains éléments des arcs concernant les 3 premières générations. Si vous avez du retard ou que vous n'avez pas encore commencé le manga, je vous invite à repasser plus tard. Sorti entre avril et octobre 2017, cet arc se décompose en 4 tomes, les 2 premiers étant basés sur l'arc Rouge-Feu et Vert-Feuille, et les 2 derniers sur l'arc Émeraude. L'histoire commence 6 mois après le combat entre Kyogre et Groudon. On retrouve Rouge et Bleu qui se rendent chez le professeur Chen, mais malheureusement, ce dernier s'est fait capturer par un nouveau trio de la Team Rocket, les plus fervents alliés de Giovanni qui a décidé de revenir mettre le boxon. Nos 2
deux héros vont alors se rendre sur les îles Sévi pour secourir notre bon professeur. Pendant ce temps, Verte, grâce à l'aide d'argent, a réussi à retrouver ses parents, elle qui avait été capturée dès son plus jeune âge. Alors qu'elle se rendait également sur les îles Sévi pour les rencontrer, notre héroïne se fait attaquer par un mystérieux Pokémon qui enlèvera par la suite ses parents. Ce Pokémon n'est autre que Deoxys, Pokémon extraterrestre contrôlé par la Team Rocket. Nos trois héros vont alors faire face à cette nouvelle menace bien trop forte pour eux, les obligeant à s'entraîner dur afin de maîtriser les capacités ultimes de leur Pokémon. En parallèle, on suit aussi Jaune qui aide Argent à retrouver son père dont vous connaissez sûrement l'identité si vous avez joué au jeu ou regardé la série Pokémon Génération. Comme vous l'aurez compris, cet arc tourne énormément autour des liens familiaux, Verte et ses parents, Bleu et son grand-père, etc. L'idée est passable, ni ouf ni mauvaise, si ce n'est la relation complètement pétée qui concerne Rouge. Je me tairai de vous dévoiler à qui est affilié, mais c'est fort dommage car il est le meilleur personnage à suivre durant cet arc. Car suite à son agression par le Conseil des 4, Rouge a toujours du mal à se remettre de ses blessures. On suit ici un personnage qui doit apprendre à se reconstruire, aussi bien physiquement que mentalement. En vrai, y a pas grand chose à dire sur cet arc, il est moyen. L'histoire est sympa, mais sans plus, et ça reste agréable de revoir les personnages de la première génération, mais ça va pas beaucoup plus loin. On enchaîne sur l'arc Emerald, qui est la suite directe de Rouge-Feu et Vert-Feuille. La zone combat vient d'ouvrir ses portes. Le jeune Emerald arrive pour relever les défis, lui qui n'a mystérieusement pas de Pokémon qui lui est propre, mais qui dispose de beaucoup de talent. Emerald est déterminé à battre les 7 meneurs de zone, et ainsi récupérer les 7 symboles, et ce sur une période de 7 jours. En réalité, il s'agit là d'un prétexte, car Emerald compte capturer Jirachi, le Pokémon vœu. Cependant, un étrange homme en armure tente également de mettre la main sur Jirachi pour ses noirs desseins. Emerald et les meneurs de zone ainsi que les détenteurs des Pokédex vont tenter de mettre fin au plan de cet homme. Bon, pour commencer, si on abordait les points positifs. Les dessins sont jolis, mais ça c'est comme d'habitude, du coup on va directement passer au point négatif. Premier gros problème, le personnage principal, Emerald. Oh pour Dieu, je déteste ce personnage. Le gamin nous est présenté comme étant arrogant et nombriliste au début du manga. Bon déjà, c'était le cas de Or et de Ruby à différentes mesures, ici à croire que le délire a voulu être poussé à fond. Déjà, ça crée un sentiment de manque d'originalité dans la présentation et dans l'évolution du personnage. Bien évidemment, il va finir par s'assagir, s'ouvrir aux autres, mais ce n'est pas une surprise et en plus c'est très mal fait. Jamais je n'ai réussi à me prendre d'empathie pour ce personnage, et ça n'est pas son origine historique qui a pour but de donner un sens à sa personnalité qui va me pousser à changer d'avis. Ensuite, l'histoire est longue, creuse et prévisible. Une fois l'arc Rouge-Feu et Vert-Feuille lu, et après avoir connu l'intention réelle d'Emerald, on sait pertinemment comment ça va se passer et où ça va nous emmener. Ajouter à ça un méchant inintéressant, une fin aux fraises avec un boss final tout pourri pour nous donner un combat nul, mais vraiment nul qui à aucun moment ne décolle. Et quand t'as lu le combat final de l'arc Ruby et Saphir, avec tous ses enjeux, ses twists et son intensité, et ben celui-ci fait pas le figure, et j'ai même envie de vous dire que c'est le pire que j'ai pu lire jusqu'à présent dans ce manga. Bon, j'ai pas encore lu les arcs noir et blanc et XY, mais j'espère qu'ils n'ont pas réussi à faire pire que ça. Le gros problème de l'arc Emerald, c'est déjà d'arriver après Ruby et Saphir où tout est super et que je considère à l'heure actuelle comme le meilleur arc. Et forcément que c'est dur de ne pas faire la comparaison avec ce qui se fait de mieux. Par exemple, le personnage secondaire que sont les meneurs de zone sont vides, et c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour les définir. Jusqu'à présent, le manga avait insufflé un minimum de personnalité à ces personnages secondaires, mais là, hormis dire « Eh regarde, c'est le personnage de jeu », y a pas grand intérêt. Et le fait qu'ils ne prennent pas part un minimum au combat final n'aide pas. En même temps, quand ton combat applique tout, et j'ai bien dit tous les détenteurs de Pokédex, y a plus vraiment de place. Alors je vais pas revenir sur mes propos, je pensais vraiment que ça aurait été une bonne idée de créer un lien entre toutes les générations, mais force est de constater que ce n'était pas une bonne idée, ou que c'est mal fait, mais en tout cas fallait pas le faire. D'ailleurs, l'arc Earth Gold et Soul Silver, inspiré des remakes de la seconde génération, au même titre que Rouge-Feu et Vert-Feuille étaient des remakes de la première, c'est bien abstenu de reproduire ce schéma. Après je vais pas faire le grand méchant, réintégrer Ruby et Saphir dans cet arc était une bonne idée, car ça fait partie de la même génération qu'Emerald. En plus, les voir pour une nouvelle aventure et comment ils ont évolué après les énormes événements qu'ils ont vécus, ça donne envie. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, c'est survolé, le manga passe très vite à autre chose. Non, parce que voilà, ils ont été en contact et ont absorbé une orbe mystique qui a tendance à laisser quelques séquelles. En plus de ça, on commence à lier une relation amoureuse entre nos deux protagonistes avant que Ruby ne l'oublie suite à un voyage dans le temps. Pour ça, par contre, c'est le gros défaut de l'arc Ruby et Saphir, mais au vu de la qualité globale de l'œuvre, j'arrive à le pardonner. En revanche, je m'attendais à ce que ce soit traité dans la suite, à savoir cet arc Emerald. Et pourtant non, alors que ces deux sujets sont abordés, dont l'un dès la première apparition de nos deux héros. Je vais vraiment finir par me dire que Pokémon a un réel problème avec les relations amoureuses dans leurs œuvres. Mais toujours est-il que poser des éléments sans les faire avancer, ça ne sert à rien. Et c'est je pense le problème que j'ai avec cet arc, il n'avance pas que ce soit l'histoire ou les personnages. Cet arc existe pour implanter les personnages d'Emerald et puis c'est tout. C'est fou tout de même de passer d'un arc génial à un arc nul et sans saveur, et qu'entre deux on a un arc moyen mais pas inintéressant tout de même. Alors heureusement, dès l'arc Perle et Diamant, la barre remonte tout de suite très haut, et on est très proche de l'arc Ruby et Saphir, mais son combat final me fait le mettre un chouïa en dessous. Fun fact, c'est uniquement quand le combat est terminé que j'ai compris que c'était le combat final. Quant à S-Gold et Soul Silver, je le classerai juste au-dessus de Rouge-Feu et Vert-Feuille.
L'histoire tient sur un tome et ça évite qu'elle tire trop en longueur. En plus de ça, ça implique uniquement les personnages de la seconde génération, dont les champions d'arène, à la différence de Rouge-Feu et Vert-Feuille. Non, parce qu'au passage, c'est pas très sympa d'implanter un triangle amoureux rouge, jaune et Ordine et de ne pas en parler dans sa suite. Mais pour revenir à Ice Gold et Soul Silver, une fois de plus, l'histoire reste moyenne. Une fois de plus, elle est ni ouf ni inintéressante, ce qui pose quand même un gros constat. Les gars derrière le manga sont meilleurs à réinterpréter l'histoire des jeux qu'en écrire des originales. Après, entendons-nous bien, Pokémon La Grande Aventure est une œuvre de très bonne qualité dans son ensemble, mais comme toute œuvre, elle doit traverser des hauts, des bas, voire des très très bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.